Bienvenue dans votre Hebdo Écho. Aujourd'hui, nous allons vous parler des éoliennes. Le gouvernement veut multiplier par 2,5 leur nombre sur le territoire français d'ici 2028. C'est indispensable à ses yeux pour réussir la transition énergétique. Mais ses détracteurs sont nombreux. Stéphane Bern, par exemple, vient de signer une tribune remarquée où il accuse les éoliennes de détruire le patrimoine naturel, de nuire à la biodiversité, d'artificialiser les sols. Qu'en est-il vraiment ? Nous allons débattre avec Jean-Yves Grandidier, qui est le président fondateur de la société girondine Valorem, qui est pionnière dans les énergies renouvelables, et un élu local, le maire d'Escources, Patrick Sabin, dans les Landes, qui est aussi fondateur du territoire à énergie positive Cœur Haute-Lande. On commence avec vous, Jean-Yves Grandidier. Un documentaire choc anti-éolienne vient de sortir du rêve aux réalités. Il dénonce justement le fait que les résultats sur le plan climatique seraient nuls avec les éoliennes. Que répondez-vous à ces critiques ? Avant tout, précisons qui parle dans ce documentaire. En fait, nous avons là affaire à l'intelligentsia du nucléaire de la fin du siècle dernier. C'est-à-dire, ce sont les représentants d'un monde électrique, de l'ancien monde électrique, en fait, et qui ont des méthodes d'approche des problèmes, pour résoudre les problèmes, qui sont celles de l'ancien monde électrique. Et effectivement, avec ces méthodes d'approche, l'éolien est disqualifié. Pour pouvoir, effectivement, tirer la quintessence de l'éolien dans ce qui est en train de se passer pour la transition énergétique, il faut avoir d'autres méthodes de raisonnement. Il faut avoir celle du nouveau monde électrique qui est en train de naître avec le développement massif de ces énergies renouvelables variables que sont l'éolien et le solaire. Et c'est à partir de ce moment-là, effectivement, qu'on peut arriver à trouver de l'intérêt, de la pertinence, et en particulier économique, et en particulier pour la réduction d'émissions de gaz à effet de serre qu'elles apportent. Et moi, je voulais revenir un petit peu aussi sur la conférence de presse qu'a fait la ministre Barbara Pompili vendredi dernier, et qui, à juste titre, nous a rappelé qu'il y avait 3 enjeux principaux dans la transition énergétique. Décarboner, donc vous m'avez posé la question sur la décarbonisation, équilibrer le mix et économiser l'énergie. Décarboner, eh bien, effectivement, les opposants ou les gens qui ont fait ce documentaire disent que ça n'apporte rien en termes de décarbonation. Je suis désolé. Moi, j'ai fait un livre en 2017, page 104. Je montre qu'entre 2007 et 2015, effectivement, on avait la montée en puissance de l'éolien et du solaire avec permis, effectivement, de réduire l'appel et l'apport des énergies fossiles pour la production d'électricité en France. Et au-delà de cela, il faut pas seulement regarder avec le prisme franco-français. Aujourd'hui, le réseau électrique est maillé à la maille européenne. Il y a des interconnexions entre la France et l'Allemagne et le Benelux et même le Royaume-Uni. Enfin, on est tous interconnectés. Et nos marchés électriques sont couplés. Donc effectivement, si à un moment donné on a des excédents de production d'électricité décarbonée, eh bien ils viendront décarboner le mix allemand, le mix du Benelux, etc. Donc voilà, et c'est ça qu'a dit d'ailleurs Barbara Pompili. Donc ça, déjà la décarbonation, c'est le mix français, mais aussi et surtout, puisqu'on a un mix quand même assez décarboné, le mix européen, et c'est ça l'enjeu, c'est quand même, je veux dire, les émissions de gaz à effet de serre s'arrêtent pas aux frontières de la France. Voilà. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, vous le dites, c'est indispensable pour réussir la transition énergétique. On n'a pas le choix, surtout qu'on a une montée en puissance en même temps du véhicule électrique, on le voit bien. Ce sont des exigences européennes, donc c'est la fin du véhicule thermique qui est annoncée pour 2030. Patrick Sabin, vous avez souhaité et accepté d'avoir des éoliennes sur votre commune. Ça ne s'est pas fait, vous allez nous expliquer pourquoi, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème d'acceptabilité sociale aujourd'hui vis-à-vis des éoliennes ? Alors, bien sûr, et en fait, ça concerne l'ensemble des énergies renouvelables. On ne peut pas nier aujourd'hui qu'il y a des projets qui ont été montés sans que les citoyens soient vraiment concertés, des projets qui étaient souvent en limite de commune et qui impactaient en fait plus la commune qui n'avait aucun intérêt à avoir ces éoliennes en bord et en limite administrative. Je crois que ce qui est important, c'est de travailler avec les citoyens, de les mettre vraiment contributeurs de ces projets. Il faut qu'ils puissent être actionnaires de ces projets. Et on n'est pas, en disant ça, on n'est pas novateur. Il faut savoir que la plupart des projets en Allemagne, les citoyens, les collectivités sont actionnaires des projets. Et évidemment, c'est beaucoup plus facile à faire accepter quand on est actionnaire d'un projet. Et voilà, je crois que ça passe forcément par là. Alors, il y a eu des projets qui ont été montés un peu n'importe comment, il faut le dire.
souvent par les sociétés exogènes, des gens qui viennent chercher de la rentabilité et qui ne laissaient pas l'argent sur le territoire, hein, puisque ça partait à l'étranger. Et je crois que le mal vient un petit peu de ça. Je crois que c'est important, c'est d'impliquer les citoyens. On a des beaux projets en France, hein, en Bretagne notamment, où des groupements d'agriculteurs ont investi dans des projets d'éolien et de solaire d'ailleurs. Je crois qu'il faut... Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas que la transition énergétique soit punitive. Voilà, ça c'est important. Il faut qu'il y ait des concertations avec tout le monde, il faut que tout le monde y retrouve son compte. Voilà. Et une fois qu'on a bien compris ça, je pense qu'on peut faire assez facilement accepter les projets. Voilà. Qu'est-ce qui a bloqué sur votre commune ? Pourquoi vous n'avez pas réussi à implanter des éoliennes sur votre commune ? Rappelez-nous. C'est pas pour une question d'acceptabilité sociale, mais c'est important aussi. Voilà. Alors, nous, notre projet, il date pas d'aujourd'hui. Hein, on a commencé à travailler dessus en 2013. Il faut 6-7 ans en général, à minimum. Hein. À minima sur des projets d'implantation d'éoliennes. Hein. Mais ce qui est assez... je dirais que c'est une problématique un petit peu générale en France, c'est que on vous donne les objectifs qui répondent à des accords européens, des objectifs européens, nationaux et ensuite régionaux. En fait, on vous donne des objectifs et en fait, on s'aperçoit que les contraintes administratives font qu'on n'y arrive jamais à ces objectifs. Alors aujourd'hui, il faut savoir que pourquoi aujourd'hui on n'a pas démarré ce projet, tout simplement parce que on a travaillé, alors à l'époque c'était des zones de développement éolien, donc on a travaillé avec environ 26 communes, on a dépensé 70 000 € d'argent public pour voir où on pouvait implanter les éoliennes, on a travaillé avec les associations d'environnement, avec la LPO, donc on a regardé vraiment pour qu'il y ait le moins d'impact possible sur la faune et la flore. Et une fois qu'on a... Ça a duré à peu près 3 ans cette étude, hein. Une fois qu'on a travaillé avec tout le monde, avec les services de l'État, la défense, et qu'on a déposé le permis, l'armée a mis un avis négatif. Et c'est là que ça va pas. C'est qu'on travaille ensemble de concert, on dépense de l'argent public, et au bout de 3 ans, alors que tout le monde a participé autour de table, en fait, on vous dit que c'est pas possible. Parce qu'il y avait une bande du territoire qui était... il y avait une bande du territoire justement sur cette implantation d'éoliennes qui appartenait, 2% appartenait à l'armée, c'est ça, hein? Alors c'est des couloirs aériens qui se sont attribués. Alors c'est assez technique. Je vais pas rentrer là-dedans parce que je connais pas assez. Mais voilà, en fait, ils se sont appropriés des couloirs aériens où vous avez peut-être pas le droit finalement de s'approprier tout l'ensemble des couloirs, quoi. Après, vraiment, ce qui est dommageable, et je le dis d'autant plus qu'on avait le soutien des services de l'État, c'est ça qui est assez incroyable, quoi, parce qu'on est dans une démarche globale. Hein. On parle d'éolien, mais on parle du reste. Hein. On parle de devenir un territoire énergie politique, c'est-à-dire produire plus qu'on consomme. Mais surtout aussi, on parle de laisser l'argent sur le territoire. Nous, notre investissement, c'était prévu avec Valorem, et c'était prévu qu'on en possède 50% de l'investissement. Ça veut dire des retombées sur le territoire, et ces retombées financières, c'est un engagement aussi, nous, politiquement, de le réinvestir dans la transition énergétique. Donc on voit qu'on a tout à y gagner, contrairement à un opérateur exogène qui enverrait le bénéfice à l'étranger. Voilà, on voit bien qu'on a vraiment un décalage entre les objectifs qui sont fixés et la jungle administrative qui est derrière et qui nous complique les choses. Voilà. Moi, j'ai juste une question. Je me dis que si demain l'armée ne peut pas voler avec des éoliennes, j'espère qu'on n'aura pas à intervenir sur un territoire où il y a des éoliennes, parce que je ne sais pas comment on va faire. Hein. Les éoliennes, pour moi, alors c'est un raisonnement simpliste, hein, mais c'est comme la chaîne des Pyrénées, il faut l'éviter. C'est comme la tour Montparnasse à Paris, il faut l'éviter. Voilà, c'est une bonne question. Merci Patrick Savin. Je reviens, Jean-Yves Grandidier, avec vous sur les critiques là, de Stéphane Bern qui dit que les éoliennes dénaturent le paysage, nuisent à la biodiversité, tuent des oiseaux. Qu'est-ce que vous répondez justement à ces critiques ? Écoutez, moi, le premier parc éolien pour lequel j'ai une instruction de permis de construire, c'était dans le parc régional des Grands Causses. C'était sur une crête à 1100 mètres d'altitude, 12 éoliennes. Et comme on était dans un parc régional, c'est le premier projet qui est passé en commission départementale des sites et des paysages. Et pendant qu'on passait et on montrait les photomontages,
l'architecte bâtiment de France, donc en général des gens qui sont quand même très scrupuleux sur les questions de paysage, il a dit bon sang que c'est beau, quoi. C'est-à-dire qu'il a dit un gros mot même, mais je vais pas le répéter parce qu'on est quand même à l'antenne. Et donc, effectivement, ça rehaussait la crête. C'était dans les monts de la Cône, ça rehaussait cette crête par rapport aux autres et ça la mettait en valeur, quoi. Et finalement, le problème du paysage, c'est qu'il faut arriver à ce que celui qui va voir un paysage, il arrive à objectiver et à comprendre le parti pris paysager de l'ingénieur paysagiste, parce que on fait pas ça n'importe comment. Moi, c'est les gens de l'école d'architecture paysagiste de Bordeaux que j'embauche pour faire ce genre d'évaluation paysagère et d'analyse paysagère. Et effectivement, eux, ce qu'ils nous recommandent, c'est de s'accrocher sur des infrastructures existantes du paysage, donc naturelles comme les crêtes ou une autoroute. Le long d'une autoroute, bah voilà, ça prend sens et les gens comprennent. Et dès que ils comprennent le sens, eh bien, l'impact devient positif. Ils disent, ah oui, j'ai compris, et puis c'est pas con, quoi. On renforce une structure existante, et à ce moment-là, on peut faire des impacts positifs. C'est pas, et puis ces éoliennes, quand même, quand vous les voyez, elles sont racées, elles sont élégantes, on sent que c'est les Formule 1 du vent, quoi, en fait, c'est pas des pylônes électriques. Et pourtant. Sur l'impact sur les oiseaux, et même sur le bruit. Bien, sur le bruit, on a la réglementation la plus drastique au monde, et il faut qu'on la respecte. Et si jamais on la respecte pas, eh bien, le préfet peut revenir après des études acoustiques une fois que les éoliennes sont montées pour nous dire, bah non, vous allez brider vos éoliennes, vous allez en arrêter à certains moments, etc. Donc là, je veux dire, a priori, le préfet a les moyens de police pour pouvoir modifier ses arrêtés. On est dans les installations classées pour la protection de l'environnement, donc il y a tous les moyens de police qui lui permettent de modifier effectivement ses arrêtés. Et et pareil pour la biodiversité. Effectivement, aujourd'hui, il va nous obliger des bridages. Alors, c'est pas trop les oiseaux, c'est les chiroptères. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait, nous, dans un projet? Quand on voit qu'il y a un enjeu comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va essayer, si on a une haie qui est proche, avec des chiroptères, qui est proche d'une future implantation d'éoliennes, on va se dire, bon, bah, tiens, il faut remembrer un peu parce que, au niveau agricole, il y a des enjeux. On va éloigner la haie. On va faire des linéaires plus longs avec des arbustes qui seront plus propices au développement des chiroptères. Et en fait, on va avoir finalement on peut même avoir un impact positif. C'est même pas nul ou négligeable ou faible. On peut, si on, et moi, chez moi, j'ai des ingénieurs, des chefs de projet, mais c'est fantastique. C'est des têtes bien faites qui sont capables de prendre en compte tous ces enjeux et d'être créatifs. Et c'est ça, la transition énergétique. C'est la créativité. Il faut arrêter de mettre des interdictions et des barrières. Il faut effectivement remettre les choses en cause et être créatif et pour pouvoir faire des bons projets qui sont aussi bons pour la production d'énergie renouvelable et décarbonée, bien sûr, que pour la biodiversité, qui est aussi un enjeu extrêmement important de ce siècle. Et il faut le respecter et il faut essayer de régler aussi le problème de la biodiversité avec nos projets. Juste brièvement, parce qu'on est à la fin de l'émission, sur la question du recyclage. On dit, voilà, les pales d'éoliennes ne sont pas recyclées. La filière n'est pas très écologique. Est-ce que, justement, vous travaillez aujourd'hui fortement sur ces sujets-là et qu'est-ce qu'il en est? D'une part, nous, on a une obligation de démantèlement. C'est-à-dire que tous les ans, le préfet vient vérifier qu'on a bien mis les provisions qui vont bien pour pouvoir démanteler en fin de vie le parc. Donc, il y aura l'argent à disposition le jour où il faudra démanteler. Et puis, aujourd'hui, quand on démantèle un parc, aujourd'hui, en général, c'est pour faire du repowering. Et il faut bien comprendre que demain, on va remplacer les vieilles éoliennes par des éoliennes 2 fois moins nombreuses, donc 2 fois plus puissantes, mais qui produiront 1,5 fois plus et à des coûts de production beaucoup moins chers, qui est déjà pas très élevé par rapport au nouveau nucléaire. Eh bien, aujourd'hui, le recyclage, on est capable de recycler 90% des éoliennes, recyclage matière. Et demain, on nous impose de recycler 95%. Vous connaissez beaucoup de filières industrielles qui recyclent jusqu'à 95% de leurs matériaux? Merci beaucoup à tous les deux. On va retenir ce chiffre. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de l'Hebdo Écho sur notre site internet sudouest.fr ou bien sur la plateforme d'écoute de podcast de votre choix, Spotify, Google Podcast et Apple Podcast. Vous pouvez aussi regarder la version vidéo de cet entretien via la page de TV7 sur sudouest.fr. Merci et à bientôt.